Voici une photo de famille typique, où figure mon père tenant une carte pour l'anniversaire de son père Donato Soro, à sa droite sur la photo. C'est en regardant des photos comme celle-ci que je me suis intéressé à l'histoire de la famille Soro et parallèlement aux autres familles Soro. Je voulais savoir si un lien unissait ces familles qui semblaient très proches. Les photos le démontrent bien. Mais également savoir qui étaient les premiers Soro à venir au Canada, d'où venaient-ils en Italie et dans quelles conditions sont-ils arrivés à Montréal. C'est une chronologie de l'établissement de ces familles, bien ancrée au sein de ce que l'on appelle à l'époque la colonie italienne, au début du 20e siècle, que je vais tenter de raconter. Quelques Italiens sont déjà installés à Montréal vers 1860. Mentionnons les noms de Giovanni Donegani, Tommaso Carli et ses fils, et Carlo Catelli. Carli et Catelli sont des sculpteurs statuaires reconnus. Leur réputation dépasse les frontières québécoises. Plusieurs de leurs réalisations sont toujours présentes dans nos églises. Mais un autre Catelli se démarque. Carlo, le neveu du premier, qui fonda une usine de pâtes alimentaires bien connue. L'entreprise existe toujours près de 150 ans plus tard. Ces Italiens étaient pour la plupart des ouvriers spécialisés et provenaient en majorité du nord de l'Italie. Les Soro de Montréal sont originaires du sud de l'Italie, plus précisément à Ripabottoni, une petite ville située dans la province de Campobasso. Le village aujourd'hui nous apparaît magnifique, mais en réalité, le sud de l'Italie vit une grave crise dans la seconde moitié du 19e siècle. Comme dans tout le sud de l'Italie, les paysans de Ripabottoni vivent de maigres revenus et les espoirs sont minces. La ville, qui date du Moyen Âge, est peuplée de paysans qui peinent à subsister. Dès lors, plusieurs seront tentés pour aller travailler dans les différents chantiers d'Amérique, là où il y a du travail, puisque le Canada et les États-Unis sont engagés dans une période de croissance économique sans précédent. Afin de poursuivre cette croissance, des milliers d'ouvriers italiens non spécialisés viendront joindre les rangs des travailleurs d'Amérique. La construction, les chemins de fer, les routes, les tunnels requièrent beaucoup de main-d'œuvre, et les Italiens considérés comme travaillants sont prisés par les employeurs. Ils sont pour la plupart des travailleurs saisonniers qui retournent en Italie. Beaucoup sont mariés et sont loin de leur famille des mois durant. C'est dans ce contexte que l'on retrouve les premiers Soro de Ripabottoni au Canada. Deux frères, Paolo Soro et Giuseppe Soro, viennent travailler sur les chantiers avec d'autres compatriotes de Ripabottoni. Paolo et Giuseppe semblent être les premiers Soro à s'installer à Montréal avec leur famille. On retrouve leur nom inscrit au recensement de 1901. On y apprend que Giuseppe a émigré en 1875 et Paolo en 1877. Mais on peut penser qu'il s'agit de séjours saisonniers pour le travail. On sait que Paolo Soro prendra le navire Utopia vers New York en avril 1883 en compagnie de Paolo Cristofaro et de Gino Todaro. Un autre Soro, Angelo, prendra le navire Le Havre en avril 1883 pour se rendre à Montréal en transitant par New York. Il est accompagné de Antonio Soro. Giuseppe Soro, le frère de Paolo, prendra le Olympia en avril 1887 vers New York en compagnie d'une vingtaine de compatriotes de Ripabottoni. On retrouve également Onofrio Soro, accompagné de son fils Pietro Angelo, sur le SS Neckar en direction de New York en 1895. On ne sait pas sur quel chantier ces travailleurs se dirigent, mais des compagnies canadiennes embauchent beaucoup d'Italiens, notamment la CPR pour la construction des chemins de fer. Giuseppe et Paolo, que nous appellerons oncle Giuseppe et oncle Paolo, font donc la navette entre Ripabottoni et l'Amérique durant une quinzaine d'années. Mais à la fin des années 1880, ils sont bien installés à Montréal au sein de la colonie italienne naissante. On les retrouve d'ailleurs inscrits au recensement canadien de 1891 avec leur famille. L'oncle Paolo y vit avec sa femme, Maria Giuseppa Cristofaro, et leurs enfants. Quant à l'oncle Giuseppe, il est inscrit avec sa femme Maria De Julio. On remarque dans cette liste des voisins familiers. En effet, les beaux-parents de l'oncle Paolo, Domenico Cristofaro et Anna Maria Pedimonte, vivent avec leur fils Paolo Cristofaro et sa famille, à quelques pas de leur résidence. Mais le voisinage est également constitué de noms communs à Ripabottoni. Les Frenza, Colangelo et Fiorito sont probablement originaires de ce même village.
Les Ripa botonnais sont bien représentés au sein de la colonie italienne de Montréal en cette fin de siècle. Une soixantaine y sont présents, sans compter ceux qui viennent y travailler le temps d'une saison. Chez ses compatriotes de Ripa Bottoni, la vie s'articule autour du travail, de la famille et des événements religieux. Déjà, en 1894, une association de secours mutuel inspirée d'associations américaines comme les Fils d'Italie de New York est fondée. L'association Cristoforo Colombo aura comme président l'oncle Paolo Soro. Le journal La Presse en fait mention dans sa une lors de la fondation, en y décrivant Paolo Soro comme un self-made man ayant fait sa fortune dans le commerce de l'huile. Une image de Paolo se retrouve d'ailleurs dans l'article avec d'autres dignitaires de l'organisme. Paolo semble effectivement très impliqué au sein de la colonie. Il sera d'ailleurs actif lors de la création d'un comité présidé par Alberto Dini, qui a pour but la création d'une paroisse italienne pour desservir la communauté en 1896. Il accueillera également beaucoup de pensionnaires, compatriotes de Ripa Bottoni. Malheureusement, bien que les Italiens soient en général sans reproche, trop souvent, ils feront la une des journaux pour les mauvaises raisons. Ainsi, en décembre 1896, 4 compatriotes de Ripa Bottoni travaillant sur un chantier à Chambly, Ramaceri, Del Vecchio, Panza et aussi Tommaso Soro, sont recherchés comme suspects dans une histoire de meurtre. Quelques mois plus tard, la famille Soro est impliquée bien malgré elle dans une autre histoire de bagarre suivie d'un meurtre sur la rue Montcalm, impliquant Leonardo Vanelli, Domenico Fiorito, Pasquale Charlo et Leonardo Colucci. 3 d'entre eux sont en pension chez Paolo Soro. Paolo et sa fille Antoinetta iront témoigner lors du procès. Une période de transition s'opère dans les années 1890. De 55 Italiens en 1871 à 130 en 1881, la colonie italienne voit sa population augmenter de quelques centaines de membres. Ce début d'immigration de masse n'est pas étranger aux Italiens déjà installés à Montréal qui agiront comme intermédiaires par le biais de réseaux de parenté et de connaissances. Beaucoup de ceux-ci sont des brasseurs d'affaires devenus influents. L'un d'eux est Paolo Soro. Impliqué socialement, il organise des soirées mondaines où les musiciens et cuisiniers italiens sont à l'honneur. Ces soirées, souvent organisées à la salle Empire au coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent, permettent de financer les sociétés de secours pour les Italiens dans le besoin. La colonie s'active à créer une paroisse italienne. Mais pour l'instant, la plupart des cérémonies religieuses sont célébrées à l'Institut Nazareth. Ainsi, plusieurs mariages et baptêmes se feront en italien par le père Leonardo Maggiotta durant cette décennie. Les oncles Giuseppe et Paolo deviendront rapidement propriétaires. Plusieurs actes notariés en font foi. Contrats de vente, baux locatifs et quittances de contrats de rénovation sont nombreux chez les deux frères. L'oncle Paolo achètera l'immeuble au 397 Saint-Timothée et Giuseppe le 389 Saint-Timothée. Le beau-frère de Paolo Soro, Paolo Cristofaro, est devenu contremaître chez le Pacifique canadien en compagnie d'un autre Ripa Bottonnais, Pietro Lepore. Tous ces éléments permettent de mettre la table pour préparer l'arrivée de nombreux membres de leur famille, sinon de leur village, Ripa Bottoni. Le début du 20e siècle voit l'arrivée massive d'immigrants italiens à Montréal. Ce parcours transite par Ellis Island à New York. La migration des travailleurs saisonniers masculins cède la place à une chaîne de migration familiale. C'est ainsi que des milliers de paysans quittent leur village et affluent dans les gares pour prendre le train afin d'atteindre les principaux ports du pays, Gênes, Naples, Palerme. Les billets pour la traversée sont souvent déjà payés par un membre de la famille vivant en Amérique. Les familles embarquent à bord pour une traversée qui dure environ 2 semaines et plusieurs savent qu'ils ne reverront plus leur village. Ces paysans voyagent en 3e classe, donc dans des conditions difficiles où les passagers sont entassés. Plusieurs compagnies de navigation profitent de l'immigration de masse et possèdent des bateaux pouvant accueillir plus de 1000 passagers de 3e classe. Sachant proche l'arrivée, ces passagers se déplacent souvent sur les ponts des navires pour y voir New York. L'arrivée à New York devant la Statue de la Liberté provoque, on imagine, un sentiment d'espoir. Mais les passagers vont devoir s'arrêter à Ellis Island avant d'atteindre le continent. Ellis Island est une île de quarantaine qui accueillera des millions d'immigrants dans ses bâtiments. C'est là que seront examinés les arrivants.
Les étapes et les exigences permettant d'obtenir son passage aux États-Unis peuvent s'avérer très longues. Les immigrants atteints de maladies y séjourneront parfois des jours, voire des semaines. Certains seront même déportés. Lorsque toutes les exigences et les formalités sont remplies, un ferry prend les arrivants pour les amener sur le sol de New York, où beaucoup se redirigeront vers d'autres villes d'Amérique par train. Au tournant du siècle, on retrouve un certain nombre de Soro à Montréal. Pour la plupart, ce sont des travailleurs saisonniers qui retourneront en Italie. Les oncles Giuseppe et Paolo Soro sont toujours installés à Montréal sur la rue Saint-Timothée avec leur famille. Paolo Soro et sa femme, Maria Cristofaro, sont toujours présents, ainsi que leur fille Antoinetta au 397 Saint-Timothée. Giuseppe Soro et sa femme, Maria Di Julio, sont également présents avec leur fils Leonardo et leur fille, Maria Antonia. Ils habitent au 389 Saint-Timothée. Antoinetta, la fille de Paolo, est mariée à son cousin Leonardo, le fils de Giuseppe, depuis 1897. En 1900, ils ont 2 enfants. Pour l'instant, ce sont les seules familles Soro installées à Montréal, mais bientôt, d'autres Soro viendront les rejoindre. Angelo Soro, qui est déjà venu travailler à Montréal, arrive définitivement en 1901. Sa femme, Rosa Ramalia, vient le rejoindre avec ses 2 fils, Leonardo Antonio et Pietro, à bord du navire Calabria en 1902. Cosmo Soro, quant à lui, arrive en 1903, à l'âge de 22 ans, sur le SS Rotterdam à New York et transite ensuite à Montréal chez l'oncle Giuseppe au 389 Saint-Timothée. En mars 1903, 3 frères arrivent à New York sur le SS Napolitan Prince. Matteo Soro, 17 ans, Paolo Soro, 14 ans, et Leonardo Soro, 20 ans, sont les neveux des oncles Giuseppe et Paolo Soro. C'est d'ailleurs leur oncle Giuseppe qui a payé les billets pour la traversée. Information que l'on retrouve sur la liste des passagers. Cette même liste nous apprend que les 3 jeunes hommes sont attendus chez ce même oncle qui vit toujours au 389 Saint-Timothée. On peut aussi présumer que leur frère, Giuseppe Soro, est déjà à Montréal lors de leur arrivée. Le Città di Napoli entre à New York en novembre 1905. Ce sera bientôt jour de retrouvailles pour plusieurs Ripabotonais, puisqu'une vingtaine d'entre eux sont sur le bateau et sont attendus à Montréal. En effet, le frère des oncles Paolo et Giuseppe, Donato, âgé de 59 ans, vient rejoindre ses 4 fils à Montréal. Mais il n'est pas seul. Sa fille, Maria Antonia, mariée à Michele Cristofaro, vient rejoindre ses frères et son mari, ainsi que son fils Domenico Cristofaro. Une autre fille de Donato Soro, Incornata, vient rejoindre son mari, Leonardo Parente, déjà à Montréal avec son frère Giovanni et ses parents. Incornata est accompagnée de ses filles Giuseppa, 5 ans, et Maria Domenica Parente, 2 ans. Maria Pasquale Parente, la sœur de Leonardo Parente et épouse de Giuseppe, l'un des 4 frères Soro, est également du voyage et vient rejoindre son mari avec sa fille Michelina Soro, âgée de 3 ans. Finalement, un autre frère, Leonardo Soro, voit son épouse Maria Pulcheria Salvatorelli faire le voyage avec son fils Donato Antonio Soro, mon grand-père, alors âgé de 2 ans. Toute la famille est attendue au 505 Saint-Timothée, la nouvelle demeure de l'oncle Giuseppe Soro. Toujours en novembre 1905, Onofrio Soro, 51 ans, sa femme Maria Fiorito, 50 ans, leur fille Luisa, 19 ans, et leur fils Angelo Micheli, 15 ans, arrivent à New York sur le SS Hamburg. Ils sont attendus chez leur autre fils Pietro Angelo à New York.
La famille se retrouve à Montréal un an plus tard pour rejoindre leur autre fils Domenico. Finalement, ils redéménageront dans le Rhode Island vers 1915. En 1907, une autre lignée de Soro arrive à Montréal. Libéraux Soro transitent par New York pour rejoindre à Montréal ses frères et sœurs déjà présents dans la métropole. En effet, Giuseppe, Angela, Domenico et Pietrangelo sont déjà à Montréal. Toujours en 1907, Giuseppe Soro, de la lignée de Michelangelo Soro et Maria Filomena Grosso, fait le voyage à partir de Anvers en Belgique. Il sera rejoint plus tard, en 1909, par son frère Donato Soro, qui lui arrive à New York sur le SS Duca degli Abruzzi. La colonie italienne est donc bien implantée à Montréal dans cette première décennie du XXe siècle. Plusieurs d'entre eux ont fondé des entreprises de services. Épiceries, hôtels, boulangeries, fruiteries desservent la clientèle italienne du quartier. On trouve même des banquiers et des agents de voyage qui transitent des fonds aux familles restées en Italie et dans certains cas organisent les transports des membres de ces mêmes familles vers l'Amérique. Les plus connus d'entre eux sont Antonio Cordasco et Alberto Dini, deux personnages influents qui possèdent également des journaux publiés à l'intention de la communauté italienne, la Patria Italiana et le Corriere del Canada. Ce sont aussi des agents d'emploi qui fournissent aux différents chantiers nord-américains une main-d'œuvre prête au dur labeur. De vastes chantiers, comme le canal Soulanges, mais également les réseaux de chemin de fer, ont vu des milliers d'Italiens y travailler. Cependant, en juin 1904, une enquête fut ordonnée pour établir les mécanismes utilisés par ces agents d'emploi pour attirer des travailleurs en Amérique. L'enquête permet d'établir les procédés frauduleux des bureaux de placement qui rançonnent les travailleurs et promettent des emplois à tous, alors qu'en réalité les chantiers roulent au ralenti depuis 2 ans. Paolo Cristofaro, le beau-frère de Paolo Soro, qui est contremaître chez le Pacifique canadien, sera cité lors des audiences de la commission. Une véritable invasion de travailleurs italiens se retrouve donc à Montréal sans emploi, et les journaux ne manquent pas d'en faire mention, et pas toujours positivement. Cette situation n'affecte pas les Soro, puisque la plupart ont des emplois obtenus par leur réseau de connaissances et non par les padroni, nom que l'on donne aux agents d'emploi. Si la commission réussit à établir les mécanismes illégaux utilisés par les padroni, elle permet aussi d'y percevoir des conflits internes au sein de la communauté italienne, en particulier entre Alberto Dini, représentant la vieille souche de notables italiens, et Antonio Cordasco, dont le pouvoir grandissant dérange l'élite traditionnelle. La situation de ces milliers d'Italiens sans emploi semble encourager un comportement délinquant. Bagarres, couteaux et duels alimentent la chronique quotidienne et rendent les Italiens plus visibles socialement, et ce, négativement. L'effet est encore plus fort lorsqu'on laisse entendre une implication de la mano nera. Vrai ou faux, le comportement criminel devient un trait caractéristique visible chez cette population à qui on attribue une prédilection pour la vie miséreuse et les actes de violence. La mano nera, précurseur des organisations mafieuses, fascine les journalistes de l'époque, mais également la population. Déjà, en 1906, Wallace McEachern réalise le premier film connu sur le gangstérisme italien. L'histoire raconte la tentative d'extorsion de 2 malfaiteurs, kidnappant la fillette d'un commerçant dans le but de lui soutirer de l'argent. Le film eut beaucoup de succès à l'époque. Cette fiction devient réalité chez la famille Soro en 1909. Leonardo Soro, le fils de l'oncle Giuseppe, opère depuis quelques années un commerce de cirage de chaussures dans un édifice bien situé au 248 St. James, à l'hôtel Ottawa. Devenu prospère, il est bientôt la cible de la mano nera, alors qu'il reçoit une lettre de menace lui réclamant 1000 $, somme considérable pour l'époque. Plusieurs commerçants qui recevaient ce genre de menaces acceptaient de remettre le montant, mais Leonardo fit exception et permit aux autorités policières de faire enquête et d'arrêter les 2 escrocs nommés Codroni et Mitica, qui seront jugés et condamnés et dont les journaux parleront abondamment. Néanmoins,
la majorité d'entre eux s'efforcent de donner à la communauté une image positive à travers les différentes manifestations religieuses et sociales. En 1904, on assistera à la fondation d'une fanfare italienne, et c'est chez l'oncle Paolo Soro que cette fanfare donnera son premier concert, puisqu'il invite une foule nombreuse d'amis à venir saluer deux jeunes mariés, Emiliano Grandelli et Maria Antonia Soro, la fille de son frère, l'oncle Giuseppe. L'événement sera même cité dans la presse. La vie se poursuit donc au sein de la communauté, et après plusieurs années d'efforts, la colonie italienne avait obtenu officiellement sa paroisse et son église, Madonna del Carmine, Notre-Dame du Mont-Carmel, qui sera aménagée sur Dorchester, entre Saint-André et Sainte-Timothée, en novembre 1905. La même année, un rapport pastoral de la paroisse avait établi la population italienne à 4000 personnes, la moitié étant constituée de familles et l'autre moitié de travailleurs saisonniers. Cette population est principalement concentrée entre les rues Baudry et Saint-Urbain, et plus spécifiquement sur les rues Saint-Timothée et Cadieux, l'actuelle rue de Bullion. Mais déjà, les limites de la ville sont repoussées vers le nord. Des travaux de pavage de rues, de canaux et de tunnels, et l'extension des systèmes d'égouts et du tramway vers le Mile End sont effectués. Le tout stimulé par l'existence de terrains abordables, vendus par des promoteurs, incitent de nombreux Italiens à s'y installer. Beaucoup d'entre eux migrent donc plus au nord. En 1909, l'un des 4 frères Soro, Leonardo, achète pour la somme de 1175 $ une propriété au 607 Brébeuf. Son frère Giuseppe, quant à lui, achète l'immeuble du 562 Chambord. Plus tard, en 1919, Matteo achète le 588 de la Naudière, dans lequel il opérera la boulangerie royale. Leur frère Paolo s'installera également dans ce quartier, ainsi que leur sœur Incornata, mariée à Leonardo Parente. Ils ne seront pas seuls, puisque bientôt, des centaines, voire des milliers, formeront ce que l'on appellera la Petite Italie. Et déjà en 1911, la communauté voit la fondation d'une nouvelle paroisse, Madonna della Difesa, Notre-Dame de la Défense. Une église sera construite pour desservir cette nouvelle population italienne grandissante, et c'est le curé Guglielmo Vangelisti qui sera bientôt nommé pour servir les fidèles. Vangelisti sera au service de ses concitoyens durant plus de 40 ans et sera une figure marquante de la communauté. La communauté italienne est donc répartie sur 2 secteurs de la ville, tout comme les Soro. Dans le secteur Notre-Dame du Mont-Carmel, Libero Soro est devenu charpentier et habite chez sa sœur Angelina et son mari Giovanni Malorni au 385 Saint-Timothée. Pietrangelo, le frère de Libero, est tailleur et habite au 459 Saint-Timothée avec sa femme Antoinetta. L'oncle Giuseppe habite toujours au 505 Saint-Timothée et exerce le métier de cireur de chaussures. Leonardo, son fils, habite également le 505 avec sa femme Antoinetta et leurs enfants Giuseppe, Paolo et Maria. La fille de l'oncle Giuseppe, Antonia, habite au 481 Saint-Timothée avec son mari, le commerçant Emiliano Grandelli, qui opère une épicerie sur Sainte-Catherine avec son père. Angelo Soro habite le 515 Saint-Timothée avec sa femme Rosa Ramalia et leur fils Pietro, qui est journalier tout comme Angelo. L'autre fils de la famille, Leonardo, vit avec sa femme Maria Capuccelli au 593 Colonial. Il est lui aussi journalier. L'oncle Paolo est toujours commerçant et vit maintenant au 519 Saint-Timothée avec sa femme Maria Giuseppa Cristofaro. Au 15 rue Grande, Cosmo Soro, qui est journalier, vit avec sa femme Maria Antonia Lorio et leurs enfants Leonardo, Maria Annunziata et Domenico. Au moins 8 autres Soro habitent le quartier sans être cités dans les recensements. Paolo Soro, alias Titipol, s'est marié avec Maria Pompa et habite sur la rue Sanguinette. Il est décrit comme journalier.
Les trois frères de Paolo se retrouvent quant à eux dans le nouveau quartier italien plus au nord. Matteo s'est marié à Maria Donata Lorio et habite pour l'instant le 587 Chambord. Avant d'ouvrir sa boulangerie, il est commis dans le commerce de l'huile. Maria Lorio quitte Matteo et retourne à New York, sa ville natale. En 1913, Matteo demande le divorce, qu'il obtiendra. Les enfants de Matteo resteront à Montréal avec lui et sa future épouse, Antoinetta Benigno. Leonardo, qui s'est installé au 607 Brébeuf avec sa femme Maria Pulcheria Salvatorelli, travaille comme journalier chez le Pacifique canadien. Giuseppe et sa femme Maria Pasquale Parente se retrouvent au 562 Chambord. Il est alors journalier. Les quatre frères seront bientôt rejoints par d'autres Soro, issus de lignées différentes. C'est le cas de Giuseppe, le fils de Onofrio Soro, qui habitera au 546 de la Naudière, dans le secteur Myland, avec sa femme, Isabella Martino. Il est présenté comme contremaître. Son père, Onofrio, habite au 768 de Gaspé. On assiste dans cette décennie à une amélioration des conditions de vie. La plupart des membres sont installés depuis un certain temps et se débrouillent tant bien que mal. Plusieurs ont déjà accédé à la propriété dans des quartiers qui sont maintenant pourvus de commerces et d'institutions italiennes où l'on retrouve beaucoup de natifs de Ripabottoni et du village voisin, Casa Calenda. Cette proximité physique permet naturellement le renforcement des valeurs culturelles et familiales des Italiens. De plus, une forme d'endogamie semble être pratiquée, c'est-à-dire que dans un fort pourcentage, les membres de la communauté italienne se marient avec d'autres membres italiens, voire même avec des conjoints issus de leur village d'origine respectif. Cela contribue à préserver une culture italienne au sein des familles, alors que plusieurs d'entre eux sont maintenant nés à Montréal. Cette communauté, empreinte d'un fort sentiment italien, vit tout de même au rythme montréalais. Montréal est déjà une ville cosmopolite, pourvue de nombreuses attractions que comportent les grandes villes. Les théâtres et les tout nouveaux cinématoscopes attirent les foules et les Italiens ne font pas exception. Une vie sociale s'est développée autour des églises, mais aussi dans les épiceries de quartier et les commerces. Plusieurs de ces commerçants sont originaires de Ripabottoni. L'un d'eux, le cousin Leonardo, signe le 6 septembre 1912 une entente de location dans le prestigieux Transportation Building pour déménager son commerce de tirage de chaussures que l'on appelle communément un shoe shine. Ce bâtiment est considéré comme étant l'un des plus prestigieux au Canada. Leonardo y loue un local au sous-sol pour la somme de 600 $ par an, ce qui constitue une somme considérable pour l'époque. Cette réussite sociale comportera sa part de drame qui viendra assombrir les familles Soro. La mortalité infantile est élevée à cette époque. Plusieurs enfants n'atteindront pas l'âge de 1 an. Mais cette réalité est accompagnée d'événements dramatiques. Le cousin Leonardo sera durement touché par ces événements. En 1914, sa fille Maria, 6 ans, décède suite à d'atroces souffrances causées par des brûlures infligées accidentellement alors qu'elle jouait avec des allumettes. La mère de celle-ci, Antoinetta, sera également brûlée au bras en voulant porter secours à sa fillette. En 1916, son fils Giuseppe décède à l'âge de 18 ans. Et en 1918, sa femme, Antoinetta, décède également. En septembre 1916, Rosa, la fille de Pietro Soro, qui habite également sur la rue Saint-Timothée, meurt accidentellement à l'âge de 2 ans lorsqu'elle jouait dans la cour familiale lorsqu'elle fut atteinte à la tête par une barre de fer. En décembre 1915, un autre événement assombrit la famille. Une bombe explose chez l'épicier Luigi Casilli sur la rue Saint-Timothée. L'attentat a lieu en pleine nuit et réveille tout le quartier qui se dirige vers les lieux du drame. Une pièce de métal se retrouve dans la chambre d'un appartement de l'autre côté de la rue, au 481 Saint-Timothée, où demeure Emiliano Grandelli et sa femme, Antonia Soro.
Bien que personne ne soit blessé, l'événement provoque l'indignation. On attribue rapidement le geste à la main noire, qui est toujours très présente dans le quartier. Une brigade spéciale sera d'ailleurs créée pour combattre ce gang criminel, en s'attribuant les services du constable Colangelo, un policier de New York et collègue du célèbre policier Joe Petrosino. Mais cette fois, l'événement devient un drame familial, lorsque quelques semaines plus tard, on apprend l'arrestation de 2 suspects par les journaux. L'un d'eux est Domenico Cristofaro, le fils de Antonia Soro, veuve de Michele Cristofaro, la cousine de l'autre Antonia Soro qui se retrouvait à la pièce de métal au pied de son lit. Les frères de Antonia se portent rapidement à la défense de leur neveu. En effet, Matteo, le boulanger, et Paolo Soro, alias Titipol, débourseront chacun la somme de 500 $ pour payer la caution de Domenico pour sa libération avant le procès. Pour l'époque, il s'agit d'une forte somme. Bien qu'ayant fait couler beaucoup d'encre, Domenico recevra plus tard, en mars 1916, une sentence de non-culpabilité. Il se mariera quelques années plus tard, en 1919, avec Maria Lattaro et travaillera éventuellement comme cireur de chaussures. La Première Guerre mondiale avait momentanément freiné l'immigration européenne. Mais l'immigration reprend à partir des années 20. L'immigration italienne reprend donc, mais dans des conditions quelque peu différentes. La communauté italienne est désormais bien implantée à Montréal. Certains de ses membres y sont présents depuis maintenant 40 ans, et beaucoup sont nés à Montréal, issus de mariages au sein de la communauté. Et ils sont nombreux, près de 20 000. Sans prétendre qu'il s'agit d'un paradis pour les immigrants, l'encadrement au sein de la communauté italienne permet une intégration plus facile pour les nouveaux arrivants. Il y a déjà 2 églises pour desservir les Italiens, Notre-Dame du Mont-Carmel et Notre-Dame de la Défense. Et bientôt, San Giovanni Bosco, dans Villemort, où plusieurs Italiens ont élu domicile, mais aussi Notre-Dame de la Consolata. D'autres Soro viennent rejoindre des membres de leur famille. Ils arrivent maintenant par Halifax, puisque des sociétés de transport offrent désormais des trajets hebdomadaires directement d'Italie au Canada. Angela Maria Soro, fille de Michele et de Filomena Grosso, vient rejoindre son futur époux, Franco Donatelli, qui est déjà en Colombie-Britannique. Pasquale et son frère Luigi arrivent à Halifax sur le navire le Roussillon en 1926. L'année suivante, en 1927, 2 autres membres de la famille arrivent. Domenico et Angelo Michele débarquent aussi à Halifax sur le Arabique. Ils sont attendus chez leur frère Donato sur la rue Saint-Timothée. On retrouve donc les 7 enfants du couple Soro-Grosso au Canada à la fin des années 20. Une société de secours avait été créée en 1919 pour la communauté. Il s'agissait d'une branche des Fils d'Italie, la Loggia Pavé. Mais bientôt, une crise interne provoquera une division qui obligera la dissolution de l'organisme en 1924. En 1928, quelques Italiens, natifs de Ripavutun, se réunissent dans la boutique de Michele Paduano, parmi eux Domenico Soro et Lorenzo Vendetti. Cette rencontre permettra d'organiser la fondation de la future association d'aide aux familles ripavutonaises, qui continue toujours à arriver à Montréal. L'association poursuivra son travail jusqu'en 1940, alors que le Canada interdit les associations italiennes. Même s'il subsiste un mécanisme naturel de promotion des valeurs familiales au sein des membres italiens, il y a tout de même une forte intégration à la vie montréalaise et à ses mœurs. Et l'on assiste progressivement à un métissage entre les Italiens et la communauté francophone. Progression naturelle si l'on tient compte de la religion commune aux 2 communautés, mais également aux conditions sociales similaires. L'endogamie ethnique, qui avait préservé l'identité culturelle des Italiens, laisse place à un degré de mixité avec les Canadiens français. Ainsi, mon grand-père, Donato Soro, épouse en 1925 une Canadienne française, Apollina Wistaff. Son oncle, Paolo Soro, qui est devenu veuf, épouse quant à lui une francophone, Marie-Louise Gauthier. Redevenu veuf, il se mariera à nouveau avec Marie-Clarisse Auger,
que tout le monde appelait Mémère Rose. Maria Donata Soro, fille de Leonardo Soro et de Maria Capuccelli, se marie avec Paul Vézina en 1928. Michelangelo Soro, le fils du cousin Leonardo, se marie avec Blanche Sainte-Croix en 1935. Mais les mariages entre Italiens sont encore majoritaires. Ce sera le cas pour plusieurs, comme Alice Soro, fille de Matteo, qui se marie avec Giacomo Berardinucci. Félix, le fils de Paolo, se marie avec Maria D'Addario. Giuseppe, le fils de Matteo, avec Aurore, la fille de Paolo, sa cousine. L'une des filles de Paolo, Maria Donata, avec Ugo Michelini. Michelina Soro, fille de Giuseppe, avec Mariano Teolis. Domenica Parente, fille de Incoronata Soro et de Leonardo Parente, se marie avec Giacinto Melfi. Le début des années 30 est endeuillé par la disparition de 3 membres importants du clan Soro. En effet, Leonardo Soro, qui opère toujours son shoe shine dans le Transportation Building, meurt de complications cardiaques. L'événement marque la communauté et est même cité dans le journal La Presse. Un imposant cortège suivra les proches qui sera longuement énuméré dans la presse, où l'on y lit une suite de noms très familiers à Ripabottoni. Même le maire de Montréal à l'époque, Camillien Hood, fera parvenir des fleurs. Après Leonardo, les oncles Paolo et Giuseppe, les 2 premiers Soro à s'installer à Montréal, meurent tour à tour en 1931 et en 1932. À eux 3, ils auront pavé la voie non seulement aux membres de la famille Soro, mais à plusieurs compatriotes ripabottonais. Et ils sont bien présents dans la communauté italienne. Plusieurs sont commerçants, comme Matteo Soro qui opère la boulangerie royale depuis 1919 sur Delanaudière. La boulangerie sera éventuellement reprise par son fils Giuseppe et sa femme Aurore. Bientôt, Giuseppe Soro ouvre une fruiterie sur la rue Saint-Laurent. D'autres exercent des métiers comme cordonnier, cireur de chaussures ou travailleur de la construction. Leonardo Soro travaillera, lui, aux usines Angus, comme beaucoup d'Italiens le feront. En 1939, encore une fois, un drame frappe la famille. Giuseppe Soro est assassiné dans son commerce sur Saint-Laurent par des voleurs. Michelina Soro, qui avait perdu son fils quelques années plus tôt alors qu'il fut happé par une voiture, perd maintenant son père de façon tragique. Le chemin des Italiens à Montréal ne fut pas facile. Ils auront traversé les épreuves à force de travail et d'efforts et se seront bien adaptés à la société québécoise. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie n'est pas du bon côté. Ainsi, en 1940, des centaines d'Italiens seront considérés comme ennemis du Canada et internés à la base militaire de Petawawa en Ontario. Parmi eux, plusieurs ripabottonais, dont Felice Soro, le fils de Paolo Soro, qui sera arrêté en juin 1940 et interné jusqu'en décembre 1940. Libero Soro et Pasquale Soro seront également internés. Fait inusité, Camillien Hood, le maire de Montréal à l'époque, fut interné avec les Italiens pour avoir fait campagne contre la conscription à ce même camp à Petawawa. Après la guerre, le quotidien reprend comme pour l'ensemble des Montréalais. L'association ripabottonaise reprendra ses activités avec de nouveaux membres arrivés plus tard dans le siècle. Et les occasions de se rassembler sont nombreuses. Les mariages sont fréquents chez les Soro. Ces événements contribuent à entretenir des liens tout au long des années, sans compter les fêtes organisées pour souligner les anniversaires de mariage lors de soirées mémorables pour certains. Les souvenirs qu'il nous reste font partie des archives personnelles des familles et nous permettent de voir une parcelle de leur vie, comme cette traditionnelle photo de mariage dans les escaliers de l'école Notre-Dame de la Défense, ou encore sur les perrons des résidences dans les quartiers typiques de Montréal. Les Italiens sont maintenant répartis dans plusieurs secteurs de la ville.
et une nouvelle vague d'émigration de plusieurs milliers d'entre eux se dirige à Montréal à la fin des années 50. D'autres lignées de Soro provenant de Ripabotuni arriveront. Les familles de Diodato Soro, Nicolas Soro et Onofrio Soro viendront joindre les rangs des Soro de Montréal. Ironie du sort, la première petite Italie disparaîtra bientôt. L'église Notre-Dame-du-Mont-Carmel sera démolie pour permettre l'élargissement du boulevard Dorchester. Les paroissiens fréquenteront l'endroit jusqu'à la fin, même lors des travaux de démolition. La paroisse sera éventuellement déménagée à Saint-Léonard pour desservir la nouvelle communauté italienne du quartier. La plupart des maisons où habitaient les Italiens de la rue Saint-Timothée sont disparues. Le 505 Saint-Timothée, Giuseppe Soro, a accueilli tant de compatriotes et y est toujours présente. L'adresse est maintenant le 1857 Saint-Timothée. Certains membres de la famille Soro se seront démarqués, comme Michel Soro, fils de Donato Soro, accordéoniste réputé dont la carrière durera plus de 50 ans. Joe Soro, son cousin, sera également présent sur la scène musicale dans les années 60. D'autres descendants de Ripabotuni se feront éventuellement connaître, comme Gino Sauccio et Gino Vanelli, sans oublier Donato Paduano qui sera champion de boxe. Malgré tout, l'histoire de ce nom de famille à Montréal, et plus largement des Ripabotonais, s'apparente au parcours d'immigrants italiens qui ont migré partout à travers le monde. La commune de Ripabotoni, qui comptait plus de 7000 habitants au début du 20e siècle, n'en compte plus que 500. On estime que le quart des migrants de la commune ont choisi Montréal comme destination. Les Italiens auront marqué l'histoire de Montréal. Mais aujourd'hui, plusieurs Soro n'ont d'italien que le nom de famille, comme c'est le cas pour la plupart des descendants des premiers Italiens de Montréal. L'histoire de ceux qui nous ont précédés n'est ni banale ni extraordinaire, c'est simplement leur histoire.